Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Lutter contre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode, j'ai été très heureuse de recevoir Claudia Baez-Camargo, qui est directrice de la prévention, de la recherche et de l'innovation au Basel Institute on Governance basé en Suisse. Je suis le travail de Claudia depuis des années et j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle a une approche très différente en matière de lutte contre la corruption. Elle s'intéresse tout particulièrement aux normes sociales et aux pratiques informelles. Et ça, c'est essentiel si l'on veut pouvoir réellement changer les pratiques et conduire à une culture d'intégrité et lutter véritablement contre la corruption. Cet épisode a été enregistré en anglais et il est doublé par mes soins pour la version française. Vous écoutez ici la version française. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Claudia. Bonne écoute. Bonjour Claudia, bienvenue, je suis très heureuse de vous recevoir dans le podcast. Vous travaillez au Basel Institute on Governance depuis 17 ans. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené à travailler sur les questions de corruption ? Hi Sophie, thank you so much for having me. It is really a pleasure. And yeah, Bonjour Sophie, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un vrai plaisir d'être ici. Alors, c'est une question qui me ramène à ma jeunesse. J'ai grandi au Mexique et le Mexique est évidemment un pays confronté à de nombreux défis avec beaucoup de pauvreté et aussi beaucoup de corruption. J'ai donc toujours eu envie de consacrer ma carrière à améliorer la qualité de vie des gens. En tant que Mexicaine, on voit très concrètement que lorsque les ressources qui devraient servir au bien-être de la population, à l'intérêt général, sont détournées ou mal utilisées, elles créent des souffrances inutiles et maintiennent les gens dans la pauvreté. J'ai donc toujours voulu travailler dans ce domaine et heureusement, j'ai pu en faire une carrière. Mais alors, comment en êtes-vous arrivé à travailler et vivre en Suisse ? Oh well, that was really just a coincidence because I was after living Mexico. Eh bien, c'était en réalité un peu le fruit du hasard. Après avoir quitté le Mexique, j'ai passé quelques temps en Angleterre, puis j'ai vécu 12 ans aux États-Unis. Ensuite, je me suis installée en Suisse pour des raisons familiales. Ce n'était pas vraiment un choix planifié de ma part, mais parfois les étoiles s'alignent et c'est ce qui m'a permis de découvrir le Basel Institute et d'y trouver un emploi. Donc oui, j'ai eu de la chance. Et comme vous l'avez dit, j'y suis depuis 17 ans et je suis très reconnaissante d'avoir trouvé cette opportunité qui me permet de combiner mon intérêt pour la recherche avec des applications concrètes. Le Basel Institute on Governance n'est pas très connu de celles et ceux qui écoutent le podcast. Pouvez-vous présenter brièvement ce que fait l'Institut et ce que vous y faites ? Yes, of course. So the Basel Institute is an associated institute to the Bien sûr, University le of Basel Basel. Institute est un institut associé à l'Université de Bâle. Nous sommes une fondation indépendante qui travaille à l'échelle mondiale sur les questions de gouvernance et de lutte contre la corruption. Même si nous sommes liés à l'université et que nous faisons de l'enseignement et de la recherche, la majeure partie de notre travail consiste à apporter une assistance technique très concrète partout dans le monde. Nous avons différentes équipes. La plus importante est le Centre international pour le recouvrement des avoirs. Cette équipe travaille avec les autorités pour les aider à tracer, identifier, confisquer et restituer les avoirs détournés au pays d'origine. Nous avons aussi une équipe qui travaille avec le secteur privé, notamment sur des initiatives d'action collective. L'idée est de rassembler des entreprises qui, même si elles sont concurrentes, font face aux mêmes risques de corruption. Si elles comprennent qu'elles ont intérêt à ne pas céder à la corruption, alors tout le monde y gagne. Nous avons également une équipe spécialisée dans la corruption environnementale qui travaille sur des sujets comme le trafic d'espèces sauvages, le secteur forestier, la pêche et de plus en plus sur les risques de corruption liés à la transition écologique comme la question de la corruption dans les marchés carbone. Et enfin, mon équipe qui travaille sur la prévention, la recherche et l'innovation. Comme son nom l'indique, nous nous concentrons sur la prévention de la corruption. Nous cherchons le plus possible à travailler sur des données empiriques. Je ne suis pas une grande adepte du terme « meilleure pratique internationale » parce qu'il n'existe pas, à mon avis, de solution universelle. Je pense qu'il faut comprendre les contextes,
mener des recherches pour ensuite développer des approches et initiatives adaptées à chacun et à chaque contexte. Merci beaucoup Claudia, d'ailleurs je recommande d'aller faire un tour sur le site du Basel Institute, on y retrouve de nombreuses ressources utiles. L'un de vos domaines de spécialité est l'analyse des pratiques informelles et des normes sociales. Première question, qu'est-ce qu'une norme sociale? Et deuxième question, pourquoi est-ce essentiel de les prendre en compte pour lutter contre la corruption? This also associates with the fact that I'm Mexican and I grew up Mexican, and if you come Quand on from vient a des pays country où where l'informalité est très forte, on apprend vite qu'il existe un écart important entre ce que dit la loi et ce que les gens font réellement, pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils adoptent certaines pratiques et par exemple vont faire des choses clairement illégales alors qu'ils savent pertinemment que c'est interdit. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis intéressée aux normes sociales. Alors qu'est-ce que c'est? Les normes sociales, ce sont les comportements que l'on perçoit comme les comportements typiques adoptés par les gens dans son environnement, dans son contexte. C'est finalement ce que l'on pense que les autres font dans un certain contexte, dans une situation donnée. Par exemple, si je suis arrêté par un policier au Mexique, je peux penser que la plupart des gens, dans cette situation, proposent un pot de vin. C'est donc une perception de la norme sociale. Je n'ai jamais fait de recherche ni vérifié que, en fait, la plupart des gens font ça ou ne le font pas. Mais c'est ma perception, c'est ce que je crois que tout le monde fait. Il y a une autre dimension liée aux normes sociales. Je perçois tel comportement comme socialement acceptable. Par exemple, dans les services de santé, certaines personnes donnent un pot de vin avant même d'obtenir le service parce qu'elles pensent que c'est ce que les professionnels de santé attendent et si on ne le fait pas, on n'obtient pas le service. Donc, c'est ce que l'on pense que la plupart des gens font et c'est ce que l'on pense que les gens trouvent approprié et considèrent comme un comportement normal. Et si vous ne suivez pas cette norme sociale, il peut y avoir un coût à ne pas respecter les normes sociales. Par exemple, si je ne donne pas de pot de vin aux professionnels de santé alors qu'on l'attend de moi, peut-être que je n'obtiendrai pas le bon médicament. Et comme il y aura un coût, je donnerai le pot de vin. Ce qui est intéressant avec les normes sociales, c'est que même si personnellement vous êtes contre la corruption, que vous savez que la loi l'interdit, mais que s'il y a ces éléments sociaux où tout le monde le fait et où tout le monde s'attend à ce que vous le fassiez, alors vous pourriez quand même participer à la corruption. Pour moi, c'est là où il y a un terrain intéressant à explorer pour trouver des points d'entrée pour changer les choses. C'est très intéressant, merci pour ces exemples. Alors si l'on parle de la Suisse, quel type de normes sociales existent en lien avec la corruption? Vous avez donné l'exemple du Mexique. Voilà, je me demande quelles sont les normes sociales ou les comportements attendus liés à la corruption en Suisse ou même en Europe. in Switzerland, it is very interesting how there En is almost Suisse, like a il est très social intéressant monitoring. de voir à quel point il existe une sorte de surveillance sociale du respect des règles. Je pense que cela est très lié à la tradition de démocratie directe. Et en réalité, la norme sociale dominante est d'être en conformité avec la norme formelle, de respecter la loi, de suivre les règles. Même si vous avez des relations personnelles, même si vous pourriez être tenté de résoudre un problème de manière informelle, cela ne fonctionne généralement pas parce que le système est très fortement encadré socialement. Je vais vous donner un exemple intéressant. Nous avons reçu une délégation de l'agence anticorruption d'Ouzbékistan qui voulait comprendre comment la Suisse lutte contre la corruption. Nous avons organisé des rencontres avec différentes institutions publiques. Lors d'une réunion avec l'organisme responsable des ressources humaines dans le secteur public, à la fin de la présentation, un collègue ouzbek a demandé « Vous n'avez pas mentionné les déclarations de patrimoine. Pourquoi ?» Et le collègue suisse a répondu « Nous n'avons pas vraiment d'obligation de déclaration de patrimoine en Suisse. » La personne ouzbek a été choquée. « Pourquoi n'est-ce pas le cas ?» Et le Suisse a simplement répondu, un peu hésitant « Parce que nous faisons confiance aux gens. » Et cette réponse dit énormément de choses. Elle reflète une sorte de contrat social implicite. On part du principe que les gens n'abuseront pas de leur pouvoir et il existe un niveau de confiance élevé. Bien sûr, c'est très spécifique à la Suisse. Cela ne fonctionnerait pas forcément ailleurs. C'est pour cela qu'il est si important de contextualiser. Les normes sociales peuvent être puissantes. Dans certains pays, elles peuvent même l'emporter sur la loi. En Suisse, elles renforcent la loi au point que parfois on n'a même pas besoin de règles formelles supplémentaires. Bien sûr, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, les gens vont éviter d'abuser de leur autorité. C'est très intéressant, surtout si je compare à la Norvège par exemple,
où l'intégrité est très valorisée et où on a pourtant vu avec l'affaire Epstein que certains Norvégiens étaient impliqués dans des scandales de corruption. Cela montre que cette image d'un pays irréprochable en fait peut être remise en cause. Yeah, but I think this is also an important point to make. It's not that Oui, et c'est having un strong point très social important, norms avoir des normes sociales fortes ne signifie pas qu'il n'y a aucune corruption. Mais la différence, c'est qu'on fera face à des comportements individuels, à des brebis galeuses si vous voulez, plutôt qu'à un phénomène systémique. Les normes sociales sont collectives et contagieuses. Elles peuvent créer des systèmes de corruption dans certains pays. Dans d'autres contextes, comme la Suisse ou peut-être la Norvège, la corruption existe, mais elle n'est pas normalisée ni généralisée comme dans certains pays où les normes sociales incitent en fait à s'engager dans la voie de la corruption. Quand je vous entends parler de système, en fait, ça me fait penser à la notion de culture. On entend souvent dire ce pays est corrompu, ou bien la corruption fait partie de la culture de tel pays. Selon vous, peut-on dire que certaines cultures sont plus corrompues que d'autres? Sophie, I cannot tell you how many times I've been on the Je ne field saurais vous in dire a combien de fois j'ai entendu cela en Afrique, en Amérique latine, dans les Balkans ou en Asie. Partout, les gens me disent « Claudia, c'est dans notre culture qu'allons-nous pouvoir faire ?» Et là, je me dis « Bon, si des gens de toutes ces régions différentes me disent que c'est dans leur culture, ça m'étonnerait que ce soit une question de culture. Parce que ce sont des cultures tellement différentes, donc la culture ne peut pas être le facteur déterminant. Bien sûr, dans de nombreux pays, la culture a intégré et adopté le fait d'avoir des pratiques de corruption. Vous avez même un répertoire de mots pour désigner la corruption. Mais pour moi, les véritables moteurs sont ailleurs. D'abord, les contraintes en matière de ressources. Quand on vit dans un contexte où il y a de la pauvreté, où il y a des besoins non satisfaits, cela crée des incitations fortes à la corruption. Puis le deuxième moteur, qui est peut-être encore plus important, c'est quand les institutions de l'État sont faibles, dans le sens où l'État n'est pas capable de fournir les services attendus. Cela pousse les individus à contourner les règles, à enfreindre les règles pour obtenir ce dont ils ont besoin. Accéder à un service, gagner de l'argent, résoudre un problème. Ce sont ces facteurs structurels qui favorisent réellement les pratiques de corruption. Parce que ces facteurs structurels existent, nous adoptons simplement ces pratiques, nous les normalisons. Nous leur donnons des noms particuliers, nous en faisons même des blagues. Je ne pense pas que la culture soit l'explication de la corruption. En fait, la culture s'adapte à la corruption. Si je comprends bien, Claudia, les normes sociales peuvent être confondues avec la culture? Yeah, exactly. And I think it is important to make this Exactement, je pense qu'il est important de faire cette distinction. Les normes sociales sont spécifiques à des situations concrètes. Si je reprends mon exemple précédent, quand les gens se rendent dans un établissement de santé publique, ils pensent que le comportement attendu et considéré comme normal consiste à verser un pot de vin. C'est une notion assez concrète et restrictive. Alors que quand on parle de culture, bien la culture c'est quelque chose qui nous touche émotionnellement. Nous avons un lien émotionnel avec nos cultures, dont dire qu'une culture est corrompue peut être très problématique. Les gens ont un attachement profond à leur culture. Cela peut être perçu comme dégradant. Je préfère parler de normes sociales car cela donne des points d'action concrets et c'est aussi quelque chose sur lequel on peut agir, contrairement à la culture. Vous avez travaillé dans différentes régions du monde. Est-ce que vous avez déjà entendu des personnes dire que la lutte contre la corruption, c'est en fait un truc d'occidentaux? Par exemple, c'est vous les occidentaux qui définissez ce qu'est la corruption. Nous avons une vision différente. Yeah, it's a really good question because to me Oui, it has c'est been une très bonne question et surprising. cela m'a parfois I don't surprise. think Dans that des contextes où l'informalité est très présente, où il existe des pratiques de réciprocité ou de dons, il peut être difficile de tracer une ligne claire et de dire « ceci est de la corruption » sans donner l'impression d'imposer une vision occidentale. Au début de ma carrière, j'ai été assez prudente à ce sujet, notamment en Afrique ou dans d'autres contextes culturels différents. Mais ce que j'ai observé, c'est que lorsque l'on parle avec des acteurs publics, notamment ceux impliqués dans la lutte contre la corruption, la plupart ont adopté le vocabulaire de la bonne gouvernance et de la corruption, et ce dans tous les pays où j'ai travaillé. Les lois ont été, pour la plupart, élaborées dans une optique de lutte contre la corruption et de bonne gouvernance, conformément à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc avec ce type d'acteurs, c'est certain, c'est cette vision occidentalisée qui prévaut.
Mais si vous allez sur le terrain, c'est tout à fait différent, et c'est là que ça devient intéressant. Je vais vous donner un exemple tiré de recherches que nous avons menées en Ouganda et en Tanzanie. Nous avons demandé à des citoyens lambda ce qu'ils pensaient de 2 types de fonctionnaires à travers des scénarios fictifs. Nous avons utilisé des vignettes qui sont comme des images ou des récits mettant en scène un personnage fictif qui illustre un comportement particulier pour que les gens ne se sentent pas trop gênés et répondent librement. Dans la première vignette, le fonctionnaire respecte strictement la loi. Il ne favorise pas sa famille, il ne détourne pas d'argent et ne prend pas de pot de vin. Il suit les règles à la lettre. Dans une seconde vignette, on a un autre fonctionnaire qui, lui, utilise tous les moyens dont il dispose grâce à sa position au sein de l'autorité publique pour s'approprier des ressources et les distribuer à sa famille, à ses amis et à sa communauté ou à ses électeurs. Il vole pour partager, un peu comme Robin des Bois. On a alors demandé « Que pensez-vous de ces 2 personnages ?» Dans les 2 pays, en Ouganda et en Tanzanie, presque sans exception, les gens répondaient « Eh bien celui qui vole et qui donne à son peuple, celui-là est génial. » C'est la personne qui sera respectée. C'est elle qui aura un statut social. Elle sera aimée, admirée et accueillie chaleureusement par sa communauté. Alors que pour le premier, il était perçu comme un traître, comme quelqu'un qui ne comprend pas ses responsabilités envers sa communauté. Donc dans ce contexte, celui qui respecte la loi est vu comme corrompu parce qu'il ne redistribue pas. C'est donc vraiment intéressant, Sophie, parce que dans ce point de vue, les corrompus sont ceux qui n'utilisent pas leur pouvoir pour faire profiter leur réseau. Cela montre à quel point la définition de la corruption dépend du contexte, des normes sociales et des attentes. C'est un exemple très marquant, on voit bien que les normes sociales jouent un rôle majeur. Les citoyens attendent des élus qu'ils redistribuent. D'ailleurs, ça me fait penser à un exemple, à une situation en France, parce qu'il y a un aspect qui m'interpelle depuis un moment. Mediapart a publié un article révélant que lors des dernières élections municipales en mars 2026, certains élus ayant été condamnés ou étant soupçonnés de corruption ont été élus. Pourquoi les citoyens continuent-ils de voter pour des personnes corrompues? Yeah, it's true. And look, I honestly don't Je ne know connais so pas much suffisamment le cas français pour me prononcer précisément, mais dans d'autres contextes, plusieurs facteurs entrent en jeu. Il y a d'abord cette perception que la personne corrompue sait capter les ressources et les redistribuer. Au Mexique, quand j'étais enfant, il y avait un dicton qui disait qu'un politicien pauvre est un mauvais politicien. Cela reflète une attente. Un politicien doit s'enrichir, mais aussi redistribuer aux autres. Dans de nombreux pays, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais il existe des systèmes clientélistes très forts et les partis politiques peuvent faire circuler les ressources selon des lignes partisanes. Par ailleurs, aujourd'hui, nos systèmes démocratiques subissent une pression énorme et je pense que les électeurs ne votent pas uniquement sur la question de la corruption. Il y a tellement de sujets qui divisent, donc la personne est peut-être corrompue, mais peut-être que selon vous, elle défend la bonne position, par exemple sur le sujet de l'avortement. Enfin, les décisions ne sont pas toujours rationnelles, les normes sociales, la désinformation et d'autres facteurs jouent un rôle important. Bon, on le voit là, avec ce que vous dites, lutter contre la corruption est complexe, et puis il y a cette fameuse question à 1 million d'euros, comment peut-on induire un changement de comportement et encourager une culture de l'intégrité? Well, of course, you are asking me a very difficult C'est question. vraiment une question difficile, mais d'après mon expérience de plus de 17 ans sur l'anticorruption, beaucoup de programmes anticorruption sont prescriptifs. Ils reposent sur des meilleures pratiques, des lois très détaillées qui vous disent comment vous devriez vous comporter, et elles sont souvent imposées de manière descendante. Cela crée ce que j'appelle un écart de mise en œuvre. Des pays ont de bonnes lois, mais de mauvais résultats. Pourquoi ? Parce que ces lois ne correspondent pas au contexte, aux réalités locales. Il y a un livre formidable écrit par Greg Power qui s'intitule Inside the Political Mind. Et Greg est une source d'information formidable parce qu'il a été consultant dans des contextes comme l'Irak, la Syrie, l'Égypte, la Libye, lorsque des acteurs internationaux aident ces pays à rédiger de nouvelles constitutions après la chute d'un régime. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fin de compte, lorsque vous opérez dans un contexte complexe, en tant que politicien, en tant que, disons, député ou maire, vous allez être confronté à des besoins vraiment urgents de votre population dont vous devez vous occuper. Et votre population va s'attendre à ce que vous y répondiez. Et malheureusement, dans la plupart des cas,
L'approche descendante ne vous donne pas les outils et les ressources dont vous avez besoin pour répondre à ces besoins immédiats. Donc je pense qu'il faut privilégier des approches ascendantes, du bas vers le haut. Travailler avec les communautés, comprendre leurs besoins et co-construire des solutions adaptées. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à travailler au niveau infranational avec les municipalités et à mettre en place un processus participatif où les personnes elles-mêmes chargées de répondre aux besoins de la population peuvent dialoguer avec leurs administrés, identifier ensemble les priorités et déterminer comment répondre aux besoins. Et il n'est pas nécessaire que ce soit une meilleure pratique internationale tant que cela fonctionne. Il y a un article rédigé par Yunyan Yang, une universitaire américaine, sur l'économie politique adaptative. Elle soutient qu'on ne peut pas s'attendre à ce que des comportements et des pratiques complètement hors contexte émergent spontanément, simplement parce qu'il existe une loi. Il vaut mieux travailler avec ce qui existe. Donc même si ce n'est pas la solution parfaite ni la meilleure pratique du point de vue occidental en matière de lutte contre la corruption, si vous pouvez utiliser les pratiques locales, les groupes locaux pour créer quelque chose qui va résoudre les problèmes sans recourir à la corruption, je pense que ce sera beaucoup plus durable que d'imposer quelque chose d'en haut. Avez-vous un exemple concret de réussite ou d'initiative prometteuse à partager? Yeah, I have seen a few really encouraging Oui, examples. j'ai vu plusieurs exemples encourageants. Je me souviens d'un projet aux Philippines sur une île dans une région très isolée. Le maire était vraiment engagé et souhaitait être proche de ses administrés. Il avait même donné son numéro de téléphone personnel à toute la population. Il avait organisé la gouvernance locale de manière très transparente avec une communication constante. Les habitants étaient en contact régulier avec lui et les décisions étaient prises de manière collective. C'était une communauté très pauvre, mais on voyait clairement que les maigres ressources dont il disposait étaient utilisées dans l'intérêt collectif. Bien sûr, c'est un exemple qui s'inscrit dans un contexte très spécifique. Mais ce que j'observe souvent ailleurs, c'est un manque de confiance entre les acteurs qui sont réticents à interagir les uns avec les autres. Même lorsque des gouvernements sont sincèrement engagés dans des réformes, si les citoyens ne croient pas au changement, l'impact reste faible. Je travaille actuellement sur un projet en Moldavie qui adopte une approche ascendante. La première phase est entièrement consacrée à la construction de la confiance entre les acteurs participant au projet. Si les gens ne se font pas confiance, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Ils ne peuvent pas identifier de priorités communes. C'est un travail long et exigeant, mais essentiel. Je pense qu'investir dans l'instauration de la confiance, puis laisser les acteurs prendre les rênes, est un élément essentiel pour avoir plus d'impact et permettre la durabilité. Parce que ce qu'on constate souvent, c'est que les projets fonctionnent tant qu'ils sont financés, puis tout s'arrête. Tout revient en arrière et le changement ne perdure pas. Construire la confiance et impliquer les acteurs locaux permet d'éviter cela. Merci beaucoup, c'est passionnant. Alors si je résume, il faut du temps, c'est important de connaître le contexte et d'adopter une approche ascendante. Mais malheureusement, la lutte contre la corruption est un travail sur le long cours et on observe aujourd'hui un recul, en fait une sorte de backlash. Qu'est-ce qui vous motive à continuer malgré cela? Yeah, I mean, for sure, we are seeing backlash that I think. Oui, il y a clairement un recul et nous le ressentons tous. Mais ce que j'aime dans mon travail, c'est que je peux aller sur le terrain, parler aux gens, aux maires, aux citoyens, aux organisations de la société civile, au secteur privé. Les personnes directement affectées par la corruption savent à quel point elle est nuisible. Elle freine le développement, elle aggrave la pauvreté. Et contrairement à ce que l'on entend parfois, je ne pense pas qu'il faille sensibiliser davantage. Les gens savent déjà ce qu'est la corruption et ils ne l'aiment pas, ils en souffrent. Oui, cela devient de plus en plus difficile. Pour moi, la lutte contre la corruption est étroitement liée à la démocratie. Et aujourd'hui, la démocratie est menacée. Nous devrions nous battre à la fois pour la démocratie et contre la corruption, car je pense que ces deux choses vont de pair. Et donc, oui, bien sûr, c'est parfois démoralisant de voir ce qui se passe. Mais nous ne pouvons pas rester passifs. Nous devons agir pour préserver nos institutions et les acquis obtenus. Nos actions comptent et elles peuvent contribuer à changer les choses. On ne doit pas abandonner. C'est très inspirant, Claudia. Pour terminer notre entretien, j'ai deux dernières questions. D'abord, que peut-on faire en tant que citoyen pour lutter contre la corruption? This is a good question. I think that we as citizens Je pense que nous devons d'abord comprendre nos devoirs en tant que citoyens.
Comme je l'ai dit, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption sont liées à la démocratie. Dans la plupart des pays, les cadres juridiques offrent des outils pour participer, dialoguer avec les représentants et demander des comptes. Si nous normalisons l'utilisation de ces outils, participer, questionner, exiger de la transparence, pour ensuite demander des comptes, cela va renforcer non seulement nos démocraties et l'état de droit, mais cela mettra également les corrompus sous le feu des projecteurs. Si suffisamment de citoyens s'engagent, cela peut réellement faire évoluer les choses. Je pense donc que nous devrions vraiment utiliser les instruments que la loi met à notre disposition pour participer et faire notre part. Et pour finir, avez-vous des recommandations de livres, films ou œuvres d'art pour approfondir ces sujets? Okay, so I'm reading a book that is called The Tao of Complexity. Je lis actuellement un livre intitulé The Tao of Complexity de Jean Bolton, une physicienne. Ce n'est pas un livre technique, mais une introduction accessible à la notion de système complexe. Cela m'a beaucoup aidé à comprendre que nos sociétés sont des systèmes adaptatifs et que nos actions individuelles comptent. Je recommande aussi un ouvrage de ma collègue Alena Ledeneva intitulé Russia Pendulum. Alena est une des figures les plus éminentes et les plus reconnues du monde universitaire qui a étudié les systèmes informels et corrompus de l'Union soviétique et aujourd'hui de la Russie sous Poutine. Avec le temps, elle s'est également tournée vers les arts et elle a réalisé de magnifiques sculptures qui représentent le système russe. Il existe même une œuvre musicale qui met en évidence bon nombre d'éléments qui entrent en jeu dans les systèmes informels en Russie. Son livre est en accès libre. Merci beaucoup Claudia pour cet échange, je suis vraiment ravie de vous avoir reçu et comme je suis votre travail depuis longtemps, j'ai vraiment apprécié cette discussion sur les normes sociales et la lutte contre la corruption. Oh, thank you, Sophie. It's been my pleasure. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email. L'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.